Bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on reçoit Émilie Ouellette, une humoriste, scénariste, conférencière et évidemment autrice. Autrice et non pas autruche, comme elle le dit si bien sur sa page Instagram. Elle est diplômée de l'École nationale de l'humour ainsi que de l'UQAM en travail social. On a énormément de choses à couvrir avec elle en très peu de temps, donc sans plus attendre, accueillons-la. Émilie, bienvenue à l'émission. Allô, merci beaucoup, merci de l'invitation. Émilie, vous portez plusieurs chapeaux. Oui. Je viens d'en nommer quelques-uns seulement et vous avez touché à beaucoup de choses. Spectacles, livres, conférences, émissions télévisées, vlogs. Oui. Ce que je remarque par contre... Je fais ça. Ce que je remarque par contre en regardant l'ensemble de vos contributions, vos études en travail social même, c'est qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Elles mettent pas mal toute l'emphase sur les liens familiaux. Oui. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'où vient cette importance que vous accordez à la famille, cette importance qui imprègne vos ouvrages? C'est une excellente question. Je pense que j'ai jamais pris consciemment cette décision-là. Je pense que c'est arrivé probablement d'abord avec... en fait, j'ai 4 enfants moi-même, donc je suis mère de 4 enfants. Je pense que c'est arrivé avec la naissance de ma plus vieille où là, tu sais, ma vie se transforme au complet. Donc, je pense que puis ça concorde quand même au moment où j'ai commencé à écrire, là, puis tous mes projets, tout ça, que ce soit livre, télé, tout ça. Donc, je pense que ça vient d'abord de mon expérience personnelle, mais je pense qu'avant ça, même quand moi j'étais jeune, moi je suis enfant unique, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai tellement demandé un frère ou une sœur à Noël, là, tu sais, que je n'ai jamais eu. Fait que je pense que la famille, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, point. Puis comme moi, quand je crée, c'est inspiré de ma vie, ou en tout cas, c'est là que je vais chercher l'inspiration. Je pense que définitivement, je l'aurais pas dit comme ça, mais vous avez fait une bonne recherche. C'est une bonne analyse. Pensez-vous que c'est cet amour pour la famille ou les liens familiaux qui vous a poussé à étudier en travail social? Bonne question. En fait, avant de rentrer au bac en travail social, j'étais intervenante. J'étais intervenante en organisme communautaire. J'avais travaillé dans un camp de jour, pour la ville de Montréal. Donc, je pense que j'avais cette facilité-là d'entrer en contact avec soit des jeunes ou soit différentes personnes. Puis, c'était une facilité que j'avais. Donc, je pense que quand j'ai décidé d'aller en travail social, c'était aussi parce que je me disais, je fais déjà ce métier-là, c'est-à-dire que, parce que quand t'es artiste, en fait, avant que tu puisses vivre de ton art, il faut que tu payes quand même le loyer. Donc, j'avais des emplois, puis j'ai fait plein de sortes d'emplois. Puis, un moment donné, je me suis dit, bon, c'est le fun, les heures, ça peut fonctionner, puis tout ça, mais si jamais ça fonctionne pas, je fais quoi? Je me disais, pour vrai, je vais me retrouver du jour au lendemain, peut-être avec rien. J'avais envie d'avoir un diplôme, j'avais envie de retourner à l'école. Et puis, c'est le travail social qui est venu tout de suite parce que comme je faisais déjà un peu le travail d'intervenante, mais quand j'avais vu... je vais faire une phrase complète, ça sera pas long. Quand t'as pas le diplôme ou quand t'es pas travailleur social, tu peux pas rentrer nécessairement dans le réseau de la santé. Tu peux pas. Donc là, je m'étais dit, regarde, j'ai pas besoin du diplôme pour faire le travail que je fais parce que je le faisais déjà, mais si je veux que ça m'ouvre des portes, si je veux que plus tard... Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a poussé à aller en travail social. Pour moi, c'était comme une continuité naturelle. Mais j'avais pas fait la réflexion nécessairement à me dire est-ce que c'était l'importance des liens familiaux, tout ça. Mais maintenant que je pense, c'est pas fou. C'est pas fou. Puis avant d'entrer à l'UQAM, vous êtes allé à l'École nationale de l'humour au début des années 2000, si je me trompe pas. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous enregistrer, à vous inscrire là-bas? Ça aussi, c'est d'excellentes questions. C'est des excellentes questions ce soir. En fait, j'ai fait, avant d'entrer à l'École nationale de l'humour, j'ai fait un DEC, donc un cégep en art dramatique au cégep de Saint-Laurent. Donc, c'était un 2 ans général, art dramatique. Je rêvais d'être comédienne. Moi, je voulais être comédienne. Colin, que je voulais être comédienne. Quand j'étais petite, j'avais passé une audition pour jouer dans Les Filles de Caleb. Je l'ai pas eu, mais je voulais être comédienne. Fait que école, là, toute mon école, j'ai fait improvisation, théâtre, ça, je voulais être comédienne, cégep, art dramatique. Puis à la fin de mon cégep en art dramatique, les professeurs faisaient un petit bilan, genre, tu sais, pour chacun des étudiants, ou entre les étudiants qui le demandaient, ou, à mon souvenir, c'était pas mal tout le monde, puis ils leur donnaient, tu sais, leurs forces, tu sais, comme, maintenant tu t'en vas, c'est quoi ton chemin, puis là, moi, j'étais tellement, je vais tellement être comédienne. Puis je me rappelle des profs, puis leurs commentaires, c'était, ah, ouais, ils me regardaient, ils disaient là, non, mais t'es capable, tu sais, t'es capable, tu peux, mais,
Ouais, on sait pas si, mais t'es drôle, en tout cas. Ça, t'es drôle. Puis moi, j'étais là, qu'est-ce que je fasse avec ça? Tu sais, comme je savais c'était quoi des humoristes, mais j'avais une méconnaissance de ce monde-là. Puis pour moi, je l'ai vécu comme un échec. Tu sais, qu'au cégep, en art dramatique, ils me disent, ouais, c'est ça, t'es drôle, mais, Fait que je suis sortie donc on finit le cégep genre au mois de mai. Là, je panique ben raide, je sais pas quoi faire de ma vie. Et là, je découvre l'existence de l'École nationale de l'humour. Puis là, j'ai fait, ah non, là, faut aller à l'École nationale de l'humour. Je voulais, tu sais, c'est comme si toute ma vie s'était concentrée sur ça. Puis écoute, il a fallu, parce que les auditions étaient passées, là, tu sais, je pouvais pas rentrer là. Donc je me suis mis à travailler à temps plein, mais je me suis engagé quelqu'un qui m'a aidé à j'avais jamais écrit d'humour, qui m'a aidé à construire un numéro, à faire des blagues pour mon numéro d'audition que j'ai fait donc l'année d'après. Donc c'est l'année d'après que je suis rentrée à l'École nationale de l'humour. Mais sinon, tu sais, c'était pas comme, depuis que j'étais petite, je rêvais d'aller à l'École nationale de l'humour. C'est comme un peu en bifurquant, là. Je sais que c'est difficile quand même d'entrer dans l'École nationale de l'humour. Ouais. J'ai connu quelqu'un qui est allé faire l'audition, Ouais. mais qui n'a pas été passé. accepté. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez raconté ou des blagues que vous avez oh dit? my lord, et j'en aurais honte, là. Je comprends pas comment. D'abord, mes sympathies pour ton ami, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Pour vrai, avec le texte, je parlais, à l'époque, j'étais serveuse dans un resto-bar, genre, fait que je me rappelle d'avoir conté des anecdotes, puis j'avais 22 ans, tu sais, fait que je me faisais cruiser vraiment beaucoup avec, tu sais, ce qu'on peut entendre dans des bars. Fait que je pense que j'avais fait un mélange des pires phrases qu'on pouvait me dire ou des pires approches qu'on pouvait me dire. J'avais tout donné. Je pense j'avais vraiment tout donné avec des tu sais, genre une petite imitation de serveuse, de clients puis tout ça. Fait que ça, je me rappelle que j'avais fait ça à mon audition. Écoute, ça a marché. Fait que je l'ai fait. J'ai un diplôme qui dit que je suis drôle. Vous avez non seulement un diplôme, mais vous avez même écrit un spectacle d'humour, Accoucher de rire. Oui. C'est un spectacle qui est destiné aux parents. Il a été présenté à travers plusieurs villes au Québec en 2011 et 2016. Donc, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas eu de la chance de le voir, pouvez-vous nous donner un aperçu des sujets dont vous avez absolument. parlé? Écoute, puis mon Dieu, t'as fait de bonnes recherches. Je l'ai faite, en fait, jusqu'en 2021. Pendant la pandémie, ça a été ma dernière représentation. J'ai pris la décision que je représenterais plus, parce que ça faisait quand même 10 ans que je faisais le spectacle. Écoute, je l'ai même, dans toute la francophonie canadienne, je suis allée au Yukon, je suis allée en Alberta, je suis allée au Manitoba. C'est vraiment fascinant que ce spectacle-là ait voyagé. Le concept était super simple. C'était un spectacle que je présentais en journée avec les parents, puis ils pouvaient venir avec leur bébé d'1 an et moins. Fait que c'était vraiment comme inspiré de ciné-bébé, mais c'était un spectacle. Fait que c'était tous les thèmes qui touchaient à la grossesse, maternité, parentalité, allaitement, mais je te dirais pas mal concentré sur la première année de vie de l'enfant, parce que comme c'était des parents tu sais, des mères qui venaient d'accoucher ou qui étaient enceintes, c'était plus près de ce qu'elles vivaient. Puis c'était aussi pour moi une façon, parce que tu sais quand j'ai eu ma plus vieille, puis là j'ai commencé à avoir plein d'anecdotes humoristiques sur ça. À l'époque, ma confiance en moi était peut-être un peu différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me dérangerait pas, mais à l'époque, je me voyais pas aller dans les bars, tu sais, puis tester des jokes d'accouchement. Tu sais, je me disais, par applaudissement, tu sais, personne dans un bar, là, tu sais. Fait que je m'étais dit, je vais ramasser tout ça, je vais en faire un spectacle, puis je vais le faire autrement, tu sais. Mais ça fait beaucoup partie de mon processus, moi, créatif, peu importe c'est quoi le projet. Je fais souvent les choses différemment, puis pour moi, tu vois, ça vient rejoindre mon côté travailleuse sociale qui était le spectacle, c'était important, oui, pour faire divertir, mais ce que j'aimais, c'était que à chaque représentation, j'invitais des infirmières, des organismes communautaires, maisons de la famille, des sages-femmes, tu sais, qui venaient. Fait, je me disais, il va y avoir plein de mamans, plein de bébés. Puis en même temps, je voulais qu'elles brisent l'isolement parce que c'est pas évident. Quand t'es en postpartum, quand t'as un bébé, tu sais, le jour et la nuit, c'est la même affaire. Tu manques de sommeil, tout ça. Fait que je me disais, viens rire un bon coup, viens en pyjama, si tu veux, on s'en fout, on s'en sac. Viens. Puis en même temps, ça faisait des liens avec les organismes de la place. Donc il y avait aussi ce volet-là qui était important pour moi. Mais oui, grosso modo. Puis écoute, j'ai fait la dernière représentation pendant la pandémie, ce qui était assez spécial parce que c'était devant zéro public, c'était filmé en direct, les gens le regardaient de chez eux. Mais tu sais, moi, c'était très émotif parce que c'était la dernière fois que je le faisais, mais en même temps, c'était bizarre, tu sais, de pas avoir tant de rire que ça d'autres que les techniciens ou, tu sais, comme 3 personnes dont mon chum dans la salle, là. J'étais comme, OK.
Mais en même temps, j'étais prête, puis j'étais là parce que, tu sais, ma plus vieille a 13 ans, tu sais, ma dernière, elle a 4 ans, mais je veux dire, tu sais, je sens que j'avais fait le tour du spectacle. Puis quand même 10 ans, j'étais comme, wow, c'est quand même... Tu sais, j'aurais pas pensé à ça quand je l'ai parti au début. Fait que je suis vraiment contente puis vraiment fière de ce spectacle-là. Oui. J'ai remarqué qu'il y a un laps de temps aussi entre le temps que vous avez reçu votre diplôme et l'année où vous avez fait partir votre spectacle. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces années-là? Sûrement rien. Mais non, en fait, quand j'ai fini l'École nationale de l'humour, pour moi, a été quand même difficile, pour moi personnellement, parce que justement, je m'attendais pas. Tu sais, moi, je voulais être comédienne. Fait que rentrer à l'école, j'étais contente de faire quelque chose, mais tu sais, apprendre à faire des blagues, déjà juste mais apprendre à me connaître, est-ce que je fais des personnages? Est-ce que je raconte des anecdotes? Est-ce que je fais du stand-up classique? Est-ce que je fais de l'absurde? Tu sais, moi, j'ai exploré beaucoup à l'école. Ça, je suis contente pour ça, parce que je me suis donné la chance de me planter, comme on dit, là, de faire des affaires qu'on fait, ça, on fera plus jamais ça. J'ai vraiment, c'est ça, je suis plongée. Mais à la fin, on finit toujours avec une tournée. Tu sais, les élèves, on fait une grosse tournée. On est super chanceux. On va dans des salles qu'on retournera pas, pratiquement pas avant d'être vraiment populaire, tu sais, dans ces salles-là. Mais moi, j'ai développé de l'anxiété de scène vraiment intense. Tu sais, on avait tous des numéros de 8 minutes, là. C'est pas, tu sais, ça n'a rien à voir avec un spectacle complet. Puis je faisais vraiment beaucoup d'anxiété pour ça. Il y a une fois, je me rappelle que j'ai même pas pu monter sur scène. J'ai genre fait des palpitations cardiaques. Je me suis ramassée à l'hôpital. Puis je me suis dit, hey, c'est pas vrai. Oh, wow. Tu sais, je veux dire, c'est pas, j'ai pas besoin tant que ça de faire de la scène si ça me cause des palpitations cardiaques, genre à 23 ans, tu sais. Fait que j'ai arrêté complètement, en fait. J'ai décidé d'arrêter. Je pense, si je me trompe pas, que j'ai été engagée après ma tournée pour faire une autre tournée. J'ai fait cette tournée-là, puis je pense genre en 2004, j'ai fait OK, j'arrête ça complètement. Moi, j'arrête ça complètement. Fait que là, je suis devenue intervenante à temps plein. Fait que là, j'ai travaillé en maison de jeunes, en milieu scolaire, je travaillais avec les autistes, je travaillais en organisme communautaire. Tu sais, j'ai vraiment fait complètement autre chose. J'ai commencé à travailler pour Dr. Clown. J'ai été clown thérapeutique. Expliquez-nous c'est quoi un clown thérapeutique, parce que j'avais jamais entendu l'expression avant de... C'est tellement important. Ben, un clown thérapeutique, en fait, c'est un artiste qui va allier l'intervention puis le clown, l'art clownesque pour entrer en contact en fait avec les patients. Puis souvent il y a la pédiatrie, mais il y a aussi la gériatrie, puis il y a aussi d'autres milieux que Dr. Clown fait en fait, là, qui est l'organisme pour lequel je travaillais. Puis c'est vraiment génial. Puis ça pour moi c'était juste magique parce que c'était à la fois mon côté artistique, à la fois mon côté d'intervention. C'était comme l'emploi de rêve là. J'ai eu la chance de le faire pendant 5 ans. Puis donc c'est ça, fait qu'on on va aller à Sainte-Justine, au Children ou dans des centres pour les enfants, soins palliatifs ou peu importe. On est toujours en duo. Puis l'objectif c'est vraiment d'entrer en contact puis de redonner du pouvoir à la personne qu'on voit puis qui est malade, parce qu'on est tellement vulnérable quand on est malade puis surtout les enfants en plus qui décident pas pour eux, qui tu sais. Fait que quand on peut arriver puis on passe un 10-15 minutes avec un enfant, qu'on lui redonne le pouvoir, qu'il joue avec nous, il fait ce qu'il veut avec nous. S'il veut nous pitcher dans le mur, on rentre dans le mur. S'il veut, tu sais. Mais avec aussi une intention, c'est-à-dire qu'on a justement, c'est pour ça qu'on a des formations psychosociales, une intention dans le jeu sur qu'est-ce que ça peut créer comme catharsis, comme exutoire, comme, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, qui est pas juste du jeu divertissement, qui est aussi comment on peut amener à, soit réparer des fois aider aussi en situation de soins. Ça arrive que les clowns, des fois, ils vont être là dans des procédures comme les prises de sang, les biopsies, des changements de pansements qui peuvent être douloureux. Pour alléger la situation. Complètement, parce qu'on réalise vraiment que le rire a un effet bénéfique, tu sais, dans les situations. Fait que oui, c'est ça. Fait que tu vois, j'ai commencé à faire ça avant 2011. Puis, à un moment donné, ben là, le goût de la scène est revenu. J'ai fait des thérapies, j'ai appris à gérer mon anxiété de scène. J'ai réalisé que il y avait aussi peut-être comment la structure de l'industrie était faite que je trouvais qui était difficile pour moi parce que c'est quand même très compétitif, tu sais, je veux dire, il y a quand même juste tant de personnes qui vont aller voir un spectacle d'humour, puis il peut y avoir beaucoup d'humoristes, fait que ça peut être très compétitif. C'est ça que vous voulez dire par la structure, le côté compétitif? OK. Oui, le côté compétitif, mais le côté aussi, ben c'est pas tout le monde qui, tu sais, je veux dire, à talent égal, des fois, c'est qui est à la bonne place au bon moment, avec le bon contact, tu sais, il y a beaucoup de ça. Moi, je suis une fille de gang. Moi, je suis comme, hey, bravo! Tu sais, moi, j'arrête, t'as fait rire, là. Bravo! Tu sais, moi, je veux que tout le monde gagne. Je veux, tu sais, fait que je sentais que c'était plus difficile pour moi. Puis quand je suis revenue avec hey, moi, j'ai envie de faire
accouché de rire, que j'ai eu ce flash-là, que je me suis dit, hey, moi, j'ai envie de parler de ces sujets-là, je vais faire ce concept-là. Ben là, c'est comme, j'ai retrouvé le goût, parce que j'ai fait, tu sais, je vais créer ma place plutôt que d'essayer d'entasser d'autres ou de me faufiler entre, tu sais. Fait que parce que c'était un sujet qui était pas souvent... Ben non, puis tu sais, on se fait beaucoup dire... tu sais, faut que tu recules en plus, là, on est en 2020, tu sais, faut que tu recules il y a 10 ans, il y avait pas d'humoriste tant que ça qui avait des enfants, là, tu sais, je veux dire, il y avait Lise Dion qui avait des enfants, mais qui étaient plus vieux, déjà, tu sais, Cathy Gauthier avait pas d'enfants à l'époque, tu sais, Marie-Lise Pilote non plus, il y avait pas tant de filles que ça en humour, puis pas tant qui abordaient ce sujet-là. Puis je me rappelle que il y a quand même, en général, là, pendant longtemps, on se disait, il faut pas que, tu sais, t'es une fille en humour. On parle tout le temps de ça. T'es une fille humoriste, t'es une fille en humour. Ça fait quoi d'être une fille en humour? Ça aussi, c'était tout le temps de, OK, mais je suis une humoriste, point. T'sais, peux-tu rire de mes jokes? T'es capable de rire de mes jokes. T'es pas obligé de dire, oh mon Dieu, ça, c'est une joke de fille. C'est quoi une joke de fille? C'est pas ça. Pour moi, ça n'avait pas de sens, mais on le vivait dans chaque entrevue, dans chaque n'importe quoi. C'est toujours la question qui revenait. Tu sais, je vais pas vous la poser. Voilà, merci. Non, mais on le sait que c'est pas pareil. Puis, tu sais, le moindrement qu'une femme en humour va aborder, exemple, les menstruations, l'accouchement, la grossesse, on va faire comme, non. Tu sais, il y a comme ce tabou-là de, c'est ça, c'est des blagues de filles, tu sais. Mais, pour vrai, je veux dire, moi, je suis une femme, tu sais, j'ai 40 ans, puis ça fait presque 30 ans que j'ai des menstruations, à tous les mois de ma vie, comme, j'aimerais ça pouvoir en parler un peu, tu sais, comme pouvoir, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, bon, tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Puis, je me rappelle que j'étais allée voir Louise Richer, qui est la directrice de l'École nationale de l'humour, puis j'avais tellement d'affaires sur, justement, accouchement, puis tout ça, puis là, je me disais, je peux pas aller tester ça dans les bars, puis en plus, je me disais, mais c'est juste des affaires de filles, tu sais. Puis Louise, je me rappelle, elle m'avait regardé, puis elle m'avait dit, là, Émilie, elle dit, les humoristes, ça parle de ce qu'ils vivent, puis là, toi, tu vis ça. Puis elle dit, il y a tous les gars humoristes, quand leur blonde a accouché, ils ont fait un numéro sur leur blonde qui accouchait. Là, toi, c'est toi qui as accouché, tu sais, comme, peux-tu juste pas te sentir mal. Exactement, pas te sentir mal, puis dis ce que t'as à dire, tu sais. Fait que ça m'a comme un peu réconcilié, puis j'ai fait comme, je dis, ben, je vais en faire un show complet. Pas juste un numéro, un show complet. Mais pour vrai, puis tu sais, après ça que j'ai commencé à prendre plus de confiance en moi, en me disant, c'est des sujets qui sont universels, tu sais. Je veux dire, moi, quand j'ai un humoriste, mettons, qui me raconte une anecdote sur, je sais pas, moi, il a volé un char quand il avait 16 ans, puis il s'est fait prendre, puis tu sais, moi j'ai jamais volé de char dans ma vie. Je suis capable de rire de son numéro pareil. Fait que toi, si t'as jamais accouché de ta vie, que tu sois un gars ou une fille, je pense que t'es capable de rire de mes jokes pareil, parce que ça reste de l'humour. C'est ça, l'humour, c'est de l'humour. Complètement. Ce qui fait que, si je reviens à ce que je te disais tantôt, maintenant, quand je vais dans un bar tester un numéro, exemple, puis que, tu sais, d'emblée, je vais faire, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants dans la salle, je te jure, une fois, c'est arrivé, personne applaudit. Avant, là, je serais morte sur place. Genre, j'aurais fait comme, oh mon Dieu, aucun de mes jokes qui va, tu sais. Là, je suis juste partie à rire, je dis, OK, mais vous m'avez déjà vu, là. OK, parfait. On reste avec moi, on y va, tu sais. Puis ça fonctionne. Il rit de mes blagues, tu sais, fait que ça fonctionne aussi. Fait qu'il faut juste, en fait, je réalise que c'est aussi comment nous, quand t'es sur scène, c'est quoi l'attitude que t'as? Ben, oui, des blagues, là. Fais pas juste rester là avec l'attitude, mais c'est une confiance, c'est un jeu de, c'est ça. Mais c'est peut-être juste parce que je vieillis aussi, tu sais. Je sais pas. C'est de sentir que vous avez votre place sur la scène, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis est-ce que vous avez eu du feedback des hommes, justement, qui ont assisté à votre spectacle? Mais il y en avait pas beaucoup, tu sais, parce que moi, je visais quand même un congé de maternité, puis en général, c'est les femmes qui le prennent. Mais quand il y en avait, pour vrai, ça, à chaque fois qu'il y en a eu, ils sont toujours revenus en disant comme, ah, wow, tu sais, j'ai vraiment ri, puis tout ça, puis je fais comme, oui, tu sais, merci de venir me le dire, tu sais, maintenant, parle-en à tout le monde, tu sais. Mais honnêtement, maintenant, je sens que, tu sais, avec les Virginie Fortin, Catherine Levac, Rosalie Vaillancourt, Sylvie Tourigny, Mélanie Ganimé, Mélanie Couture, tu sais, là, regarde, je suis capable de, je vais manquer de main à tu sais, Michel Desrochers, il y a tellement plein d'humoristes de la relève, puis, tu sais, qui, à tous les niveaux, beaucoup plus que quand moi, je pense, j'ai fait l'école de l'humour en 2003, puis, tu sais, fait que déjà en 10 ans, ça explose, là. Puis, dans des styles vraiment différents aussi, parce qu'avant, on nous mettait dans la catégorie des filles en humour, là, tu disais, mais on n'est même pas, tu sais, on n'a même pas nécessairement le même style, on ferait jamais ça avec des gars, tu sais, jamais on dirait, ah oui, là, ça, c'est la catégorie des gars. Ben non, parce que on sait que Michel Barrette, ça n'a rien à voir avec les Denis Drolet, tu sais. Fait que, mais maintenant, on est capable de, tu sais, on les voit plus parce qu'il y en a plus. Fait que, il faut continuer à montrer les filles sur la scène, à la télé, partout, de voir qu'elles sont drôles. Puis moi, je suis convaincue qu'il va en avoir de plus en plus, puis c'est tant mieux pour vrai. On l'espère. Mais oui. Est-ce que vous planifiez écrire un nouveau spectacle? Pas pour l'instant, parce que je dis pas non,
Mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est quand même beaucoup de travail d'écriture, de travail de rodage, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai pas... en même temps, j'ai réalisé que l'écriture prend beaucoup de place dans ma vie. J'aime ça, j'aime écrire. Pour moi, c'est autant créatif. Puis en plus, je suis chez moi avec les enfants, parce qu'il y a ça aussi. Quand je partais en tournée ou tout ça, c'est un peu plus compliqué. C'est le fun, j'ai toujours aimé ça, mais mes enfants, je les ai amenés, ils étaient tout petits, j'ai allaité avant d'entrer sur scène, je veux dire, j'ai fait ça, mais là j'avais comme envie d'un peu plus de stabilité, puis autant de créativité, puis l'écriture me permet beaucoup ça. Mais tu sais, en même temps, je me rends compte que je suis très cyclique, fait que peut-être que là j'ai fait un cycle de 10 ans. Puis là, je fais beaucoup d'écriture. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire, OK, là, je suis prête allons-y pour un autre. Quand je vais avoir des choses à dire, si j'ai rien à dire, je vais pas... Lorsque vous allez être inspiré. Absolument. De nouveaux matériels, oui. Oui, définitivement. J'allais vous demander aussi, est-ce que c'est en écrivant votre spectacle d'humour que vous avez eu la piqûre pour l'écriture en général? Non, j'écrivais avant. En fait, l'écriture a toujours... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que l'écriture a toujours fait partie de ma vie, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que, tu sais, justement, quand j'étais au secondaire, puis je voulais faire du théâtre, j'écrivais des pièces de théâtre ou des choses comme ça. J'écrivais comme n'importe quel adolescent un journal intime. J'écrivais, mais je pense que à l'époque, je trouvais pas ça. J'ai toujours eu de la facilité à écrire des histoires. Je pense que je trouvais pas ça aussi hot. Je pense que je me disais comme OK, écrire, mais genre tout le monde est capable de faire ça. Mais là, je réalise aujourd'hui que non, c'est peut-être pas. Puis je dis pas ça méchamment là, tu sais. Comme moi, je serais pas capable de construire une maison là, tu sais, comme zéro, tu peux ou cuisiner, ça c'est pas. Je suis pas capable de cuisiner là, 0, 0, 0. Fait que, tu sais, mais pour moi, j'ai une facilité. Puis c'est ça. Peut-être que je réalisais pas à l'époque que ça peut être vraiment cool. Pour moi, c'était comme juste comme comme tout le monde fait ça. Puis je pense que ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à écrire, tu sais, pendant que je faisais Accoucher de rire, j'ai commencé à écrire pour la télé. J'ai commencé à écrire, fait que je me suis rendu compte encore là une fois. Pour moi, c'était comme facile. Mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, tu sais, des gens dans l'industrie de l'humour justement qui me disaient, Émilie, tu réalises pas. J'ai quand même un privilège là, tu sais, c'est-à-dire que le fait que j'écrive pour des bonnes séries, puis ça, puis que je livrais la marchandise, que, tu sais, j'étais capable... Parce que écrire, c'est un talent, mais je veux dire, c'est aussi, est-ce que t'es capable de rendre, tu sais, au moment, puis tout ça. Puis, j'ai une amie, une année, qui m'a réalisé, elle dit, tu t'en rends pas compte, mais elle dit, tu sais, n'importe quel producteur, ou à peu près, tu leur demandes, tu sais, si tu peux leur présenter un projet ou quelque chose de même, elle dit, ils vont t'écouter, tu vas avoir un rendez-vous. Moi, je dis, ouais, mais tout le monde, était là. Non. Tu sais, c'est pas tout le monde, là. Elle représentait, tu sais, c'est une gérante, puis elle représentait des artistes qui écrivent, puis elle disait, moi, j'arrive pas à avoir des je dis, ben non. Elle dit, ben non. Je dis, fait que c'est là, j'ai commencé à faire comme, OK, je suis peut-être ailleurs, tu sais, puis peut-être que l'écriture, finalement, j'aime ça, puis peut-être que j'ai envie de me concentrer là-dessus. Ça a comme ouvert une porte que, avant, j'aurais pas pris, en fait. En fait, vous êtes tellement bonne en écriture que vous avez reçu un prix Gémeaux, n'est-ce pas? Oui! Du meilleur texte jeunesse pour l'émission Conseil de famille. Oui, à Télé-Québec, avec d'autres auteurs. On était plusieurs auteurs sur le... Mais oui. Comment vous êtes sentie? Hey, pour vrai, j'y croyais pas. Pour vrai, c'est drôle parce que cette journée-là, la journée des Gémeaux, moi, j'habite dans une coopérative d'habitation. Puis on avait une assemblée le matin. Puis là, je me disais, je vais aller à l'assemblée le matin. Puis l'après-midi, by the way, je vais aller, tu sais, aux Gémeaux. Fait que je finis mon assemblée, puis là, tu sais, j'avais mes vêtements, j'avais pas le temps, tu sais, fallait que je me change, tu sais, puis là, j'avais mes voisins qui me disaient, ça va, j'ai vraiment bonne chance. J'étais là, c'est pour vrai. Je dis rien qui va se passer, là. Je dis tant mieux, je vais aller, puis là, ben non, je pense que oui. Puis ben non. Tu sais, j'étais vraiment comme, vraiment, là. Puis là, on arrive là-bas, puis on est comme les auteurs ensemble, on est dans la salle, puis c'est le fun, tu sais, c'est une belle ambiance, c'est le fun. Puis là, c'est notre catégorie gang. Tu sais, mais moi, j'étais vraiment pas, tu sais, moi, j'étais pas en train de prier ou quoi que ce soit, j'étais juste comme, ben c'est le fun, tu sais. Puis notre nom sort, puis j'ai fait, Puis là, c'est là j'ai réalisé, j'ai eu le petit, là, ah oui, c'est vrai, puis là, monter sur scène, y aller, puis tu sais, là, j'ai le Gémeaux chez nous, puis je fais, wow, tu sais, pour vrai. C'était tellement une belle émission aussi, conseil de famille, jeunesse, fait que, ouais, c'est vraiment hot. Fait qu'il est à côté de mon ordi, puis je le regarde, puis je fais, wow. En tout cas, j'ai vu la photo du groupe d'écrivains. Ouais. Puis vous avez l'air très content. Ben vraiment, parce que tu sais, je m'en entendais zéro. C'est pas comme, tu sais, des fois il y a des prix dans la vie, tu fais comme j'espère, tu sais, celle-là, j'étais comme juste, hey, pour vrai, je m'en attendais vraiment pas, mais très contente. Puis pour vrai, ça a du sens parce que c'était un bon show, c'était, tu sais, les jeunes en parlent encore, tu sais, quand je les croise, des fois ils font comme oui, conseil de famille, c'était vraiment le fun. Puis j'étais comme effectivement, tu sais, fait que ouais, je suis vraiment contente. Ça part bien, mettons, tu sais.
Parlons un peu maintenant de vos livres. Oui, ça, c'est sont beaux. Oui. Ouais. On va commencer par Ma tribu, votre premier. Oui, c'est vrai. Que vous avez publié en 2019. Oui. Le titre complet, c'est Ma tribu, le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre. Exact. C'est un livre qui est destiné aux adultes. Mm-hmm. Et puis, on apprend à vous connaître dans ce livre, à connaître votre famille aussi. Puis, je dois vous dire que l'extrait que j'ai lu, comment je pourrais vous décrire ça? J'ai senti que je faisais quasiment partie de votre famille tellement que c'était intime comme texte et accueillant. Et qu'on pouvait vraiment ressentir l'amour que vous ressentez pour vos enfants et vice-versa. Donc, c'était quoi votre mission? Est-ce que c'était ça, votre vision et votre mission pour le livre? Ça, tu vois, le livre est rentré dans ma vie. C'est encore une fois, c'était pas prévu, en fait. C'était, comment ça a commencé pour Ma tribu? C'est que, l'été, moi, je faisais des camps de jour maison. Je fais des camps de jour maison parce que je travaille autonome. Mes enfants, quand ils allaient pas à l'école, mais là, je disais l'été, je suis là, puis là, je disais, on va faire des camps de jour maison. Et moi, j'aime la folie dans la vie. Tu sais, comment on peut avoir du fun un mardi en famille, ça va être le fun. Fait que j'écrivais ça sur Facebook. Tu sais, j'écrivais comment aujourd'hui au camp de jour maison, on a fait ci, on a fait ça, puis c'est souvent des anecdotes. C'est souvent drôle, c'est souvent des fois, ça n'a pas été comme on pensait. Tu sais, bon, il y avait tout ça. Puis j'ai des amis qui me disaient, tu devrais écrire un livre, tu devrais en écrire un livre. Moi, j'étais comme, ha ha ha. Merci, demain, revenez-nous. Même heure, même poste pour la partie de Balmol. Je sais n'importe quoi. Mais il y a une de mes amies qui connaissait une éditrice. Elle l'a taguée. Puis l'éditrice, elle a dit, hey, moi, je suis intéressée. Moi, je vais, voyons, c'est sûr que j'écrive. Mais elle dit, on se rencontre, tout ça. Fait que je dis, tu sais, moi, ouverte, allons. Fait que je vais la rencontrer. Puis elle me dit, écoute, si ça t'intéresse, le ton que t'as, justement, t'as l'air humoristique, mais on a l'impression de te connaître, puis tout ça. Puis fait qu'elle dit comment, qu'est-ce que suggère-moi un projet, puis on verra, mais moi, je serais bien intéressée à l'éditer. Fait que moi, je repars chez nous, mais tu sais, j'ai jamais écrit de livre de ma vie. J'ai écrit d'autres affaires, mais jamais de livre. Puis là, moi, j'ai juste le camp de jour maison, puis là, en même temps, je me disais, je sais pas trop. En même temps, ça me faisait penser à ma maternité où je me disais, c'est drôle, moi, je m'étais jamais reconnue vraiment dans les livres que je lisais. Tu sais, souvent, c'était très, ce que je vais appeler, parents parfaits ou Pinterest ou tout ça. Puis je me disais, j'ai un peu de ça. Puis, où la mère indigne, tu sais, comme Caroline Allard, tu sais, oh oui, j'ai aussi de ça. Mais j'avais de la misère à me retrouver. Fait que je disais, si j'avais à écrire un livre que moi, je voudrais que des parents lisent ou que j'aurais aimé lire, fait que c'est ça que j'ai pitché comme projet, en disant, ça va être des anecdotes, ça va être des lettres écrites à mes enfants, ça va être des partages de comment je vis certaines fêtes, certaines choses. Des fois, ça va être des tranches de vie. Tu sais, je voyais tout ce montage-là, puis ils ont dit oui. Fait que j'ai fait, Fait que tu sais, ce livre-là, il est très, j'allais dire journal intime, mais je veux pas que les gens pensent que, tu sais, c'est pas genre moi qui fais comme cher journal. C'est pas dans ce sens-là. Mais quand tu dis l'intimité, c'est vraiment ça pour moi, c'est de dire, on rentre dans mon univers, c'est comme, viens-t'en ma chum. Viens-t'en, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Puis surtout, pas dans le but de se comparer, c'est comme, s'il y a des affaires là-dedans qui t'interpellent, prends-les, tu sais, comme, go. Sinon, puis si toi, tu te dis ça en disant, hey, moi, je ferais jamais ça, c'est, voilà, tu sais. Si tu peux rire un peu en même temps, puis si tu peux, c'est un livre que tu lis dans le désordre, que tu pognes quand tu veux, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis ça, c'est en 2019. Fait que, hey, j'ai commencé l'année, je le savais pas, je l'ai fini avec un livre. C'est merveilleux. C'est très surprenant. C'est un livre qui captive quand même. Juste de l'extrait que j'ai lu, ça me tentait de continuer. C'est fun, merci. Non, c'est un très bel ouvrage. Ensuite, vous avez publié L'Après. Yes. Oui, qui est ici. Oui. Ça, c'est un livre qui est destiné aux ados, aux plus jeunes. Puis, on suit les aventures de cinq enfants. Ouais. Margot, Charlie, Sky, Naïm et Karim, qui ensemble forment un clan suite au décès de leurs parents. Ouais. En fait, tous les adultes du monde sont décédés dans le livre d'un virus mortel, le SRAD. Ouais. Et c'est un virus pour lequel les enfants sont immunisés. Ouais. Est-ce que je fais des liens là où il n'y en a pas, ou est-ce que vous avez été inspiré un peu de la pandémie actuelle? C'est sûr, ça. Encore une fois, c'est drôle, hein? Je me rends compte que mes livres, ils arrivent dans ma vie sans que je le sache. L'Après, c'est pas un livre qui était censé exister, qui existait pas du tout, en fait. Mais la pandémie est arrivée, donc la COVID est arrivée, puis tous les contrats que j'avais, télé, ça l'a arrêté, les spectacles ont arrêté, les conférences ont arrêté, fait que je me suis retrouvée du jour au lendemain, comme beaucoup de gens, avec juste rien, avec
avec des grosses remises en question aussi sur la vie, le travail, les enfants. Là, les enfants allaient plus à l'école, les écoles étaient fermées, on était à la maison. Fait que beaucoup de stress. Puis les quelques contrats qui me restaient d'humour, j'étais comme j'avais de la misère à trouver ça drôle. J'avais vraiment de la misère à me dire je me disais j'ai pas envie de compter des blagues. J'avais envie d'écrire quelque chose qui était plus dark, plus suspense, plus action. Et là, c'était mon côté intervenante qui est ressorti. Je pensais beaucoup aux ados. Puis je me disais, Colin, les ados. Imagine, t'es ado, puis là, tu n'as plus d'école, tu peux plus aller voir tes amis, puis t'es pogné avec tes parents 24 heures sur 24. Je me disais, ils vont mourir, ils vont capoter. C'est l'âge où tu veux justement te distancier. Fait que j'ai pensé à eux. J'ai pensé à ma fille aussi, qui avait 11 ans au début de la pandémie, puis qui stressait. Puis c'est elle qui m'a inspiré cette idée-là parce que à l'époque, au début de la pandémie, c'était très dramatique en Italie. Tu sais, fait qu'elle entendait ça aux nouvelles, puis ça touchait pas vraiment les enfants. Puis là, elle a pensé qu'on allait mourir là comme très bientôt. Genre. Okay. Fait qu'elle était pauvre cocotte, tu sais. Puis quand elle me l'a dit là, puis qu'elle était toute dans le stress là, puis là, j'ai fait comme OK, là on va rectifier certaines choses quand même. Mais ça m'a créé l'idée de ça. Fait que c'est comme un mix d'un paquet d'affaires. J'ai eu l'idée de s'il y avait un virus qui tuait tous les adultes de la planète. Puis j'ai eu l'idée de vouloir aller vraiment quelque part où c'était dark, puis que de partir de l'humour. Puis j'ai eu envie de rentrer en contact avec les ados. Fait que je voulais le faire pour les ados. Fait que ce qui fait qu'au début, c'était pas un livre qui était destiné à être publié parce que je suis allée sur TikTok, je suis allée sur Instagram, je suis allée rejoindre les ados en leur disant vraiment très honnêtement, écoute, moi je suis autrice. Moi je pense que c'est rough pour toi, j'ai envie de t'aider, j'ai envie du positif pour toi. Je t'écris un livre, puis je vais t'écrire un chapitre par jour, puis on se tient comme ça. Écoute, ils ont répondu à l'appel là, vraiment beaucoup. Wow! Fait qu'au début, chaque chapitre je mettais un chapitre par jour que je publiais, puis ils allaient le lire, ils le téléchargeaient. Les chapitres qu'ils ont éventuellement été publiés? Ouais, fait qu'au début, c'était ça. Fait que c'est pour ça qu'au début, c'était pas du tout dans ma tête que ce soit édité ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ce qui fait la force de ce livre-là, parce que les commentaires positifs qu'on me dit, c'est « Wow, il y a pas de... » On sent vraiment qu'il y a pas de censure, parce qu'il y a quand même un peu de violence. Tout d'un coup, il n'y a plus d'adultes, il faut que les enfants se nourrissent, tout ça. Ils se battent pas avec des fleurs, là. Fait que c'est sûr que il y a de la violence, mais moi, je m'en foutais, en guillemets, dans le sens où... Je m'en foutais dans le sens que j'étais pas en train de me passer le filtre de qu'est-ce que les professeurs vont dire, qu'est-ce que ma maison d'édition va dire, j'étais juste comme, moi, je parle à l'ado, puis l'ado, est-ce qu'il triple là-dessus? Oui. Bon, mais moi, je te ramène demain. Puis à tous les jours, j'étais en direct sur mon Instagram avec eux, puis on se parlait, comment ça va bien, gang? Ah ouais, qu'est-ce que t'as pensé de chapitre? Ah ouais, ça, regarde, là. OK, on raccroche, puis je te donne l'autre, tu sais, puis fait que c'est comme ça que je l'ai fait. Puis ma maison d'édition, avec laquelle j'ai publié ma tribu, eux autres, je leur avais lancé l'idée de Fab, tu sais. Fait que là, ils étaient là comme, hey, là, on pourrait Fab, là. J'ai dit, c'est du coup, moi, j'aurais un autre livre avant toi, avant celui-là, je veux dire. Puis là, je me rappelle, ah ouais, non, je dis, écoute, je fais ça, puis en ce moment, tu sais, pour vrai, je pense juste de mon premier chapitre, j'ai eu plus de 8000 téléchargements, là, tu sais. J'ai dit, pour vrai, il y a quelque chose là, je pense que ça se passe. Fait qu'elle dit, écoute, je te reviens. Elle a embarqué tu sais, j'étais super chanceuse, ils ont embarqué dans cette folie-là, ce qui m'a permis, il a fallu que je retire les chapitres qui étaient offerts gratuitement parce que là, il allait être en vente, tout ça, mais ça m'a permis de prendre du recul parce que, tu sais, écrire un chapitre par jour, c'est quand même intense. Fait que là, j'ai pu relire, tu sais, enlever tu sais, justement, faire le travail vraiment de OK, ça, c'est redondant, ou ça, de replacer. Fait que moi, je pense qu'il est meilleur en bout de ligne que ce qu'il était, mais en même temps, j'étais très contente du résultat parce qu'un chapitre par jour, pour vrai, c'était comme, c'était quand même intense. Mais, fait que c'est ça l'histoire de l'après, tu sais. Fait que c'était pas de pandémie. Je pense pas que j'aurais eu ce flash-là du tout. Là. Est-ce que c'est pour ça que vous avez suggéré que l'après soit publié avant Fab? Parce que c'était plus d'actualité? C'est parce qu'il était écrit. Il était écrit. Okay. Fab, il était pas écrit. Encore, puis je le sentais, je chantais l'après, je me disais les jeunes sont là, j'ai un bon contact avec les jeunes, pour vrai, je pense que faut plonger maintenant, puis elle a dit OK, puis tu sais tout de suite après ça allait être Fab, fait que tu sais c'était pas non plus comme c'était pas comme genre dans 4 ans, j'ai pas dit non, c'est tout de suite après. Fait que c'était quand même assez mêlant ça parce que quand l'après était rendu en promo, ben moi je suis en train d'écrire Fab. Fait que tu sais là moi je suis comme dans mes personnages de Fab, on fait la promo de l'après, puis après ça Fab sort, puis quand Fab est sorti pour qu'on faisait la promo, j'étais en train d'écrire la suite de l'après. Fait que j'étais comme OK, puis mais je pense que ça va être ça pour les 2-3 ans de toute façon. Puis là je suis en train d'écrire, puis là on est dans la promo de l'après 2, puis je suis en train d'écrire Fab 2. Fait que tu sais je suis bon regarde, j'accepte que ça va être ça là, je vais être mélangé dans ces deux univers là. Mais ouais non, c'était pas oui en même temps c'était d'actualité, puis en même temps c'est vrai parce que
je pense que les artistes savaient pas trop quoi faire avec la COVID. Tu sais, quand tu regardes au Québec ce qui s'est fait, on n'en parle pas tant de la pandémie. Tu sais, c'est-à-dire que les auteurs, je pense qu'on se demande... Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on en parle ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a quand même un délai. Quand tu écris une série à la télé, mettons, ça va être dans 1 an et demi que tu vas la voir à la télé. Fait que là, la pandémie se passe maintenant. Mais si moi, j'écris une série, puis que là, il faut que je change mes choses, puis que là, tout le monde porte un masque, puis tout. Puis au début de la pandémie, on le savait pas, là, où ça allait. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas rien. Si on intègre ça, puis là, ils filment ça, puis ça sort dans 1 an et demi, puis dans 1 an et demi, c'est plus ça. Tu sais, là, ça fait un décalage, vraiment. Fait que c'était comme vraiment... je pense que les artistes se sont beaucoup, beaucoup questionnés. Mais moi, l'avantage, c'est que c'était un livre, tu sais. C'est pas une production télé. Moi, je l'ai écrit là, il peut sortir là. Il sort en pleine pandémie, là, tu sais, encore. Puis, je pense que ça... Il y a peut-être des personnes qui ont été attirées à cause de ça, parce que ça fait un exutoire. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait comme, non, c'est trop, là, tu sais, j'ai pas envie. Mais en même temps, à ma défense, c'est pas à propos de ça. Tu sais, c'est pas une histoire qui raconte l'histoire du virus, du SRAS, tout ça. On arrive au moment où tous les adultes sont morts, c'est fait. Fait que là, on est dans l'après. C'est pour ça que ça s'appelle l'après. Ouais. On est dans l'après ça. Fait que je pense que même si le monde sont écœurés de la pandémie, c'est pas à propos de ça. Puis les jeunes embarquent parce que c'est pas non plus à propos de ça. T'sais. C'était comment écrire en quelque sorte en collaboration avec des jeunes? Ouais, ben c'était vraiment génial. Tu sais, moi, j'adore. Moi, je savais où je m'en allais dans mon histoire. Tu sais, ils ont pas changé mon histoire. Des fois, ils me faisaient rire parce qu'on se parlait en direct. Puis là, ils étaient là comment ils faisaient des hypothèses. Okay. Moi, j'imagine que Sky va faire ça, Margot. Puis tu sais, moi, je les regarde. Puis comme tu veux, mais tu sais, c'est pas ça qui va arriver. Moi, je savais où je m'en allais. Fait qu'ils m'ont pas vraiment influencé dans ce sens-là. Mais en même temps, ce qui était vraiment génial, c'est qu'ils ont vraiment pris l'histoire à cœur. Ils m'envoyaient des... Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait des illustrations, des dessins des personnages, comment ils voyaient. C'était vraiment, honnêtement, là, ça, c'était vraiment touchant. Il y en a qui jouaient à SimCity, puis qui ont fait la gang au complet, qui me l'ont envoyé. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Il y en a qui en ont parlé à leurs profs aussi. Il y en a qui ont parlé à leurs profs, puis que là, tu sais, puis les profs m'écrivaient, hey, j'ai un élève qui m'a écrit, je veux ce livre. Tu sais, comme pour elle, j'étais comme, ben oui, pas de problème. Fait que ça, c'est génial. Mais moi, j'aime le contact avec les jeunes. Je suis encore en contact avec eux, d'ailleurs, même presque 1 an et demi après la pandémie. Je suis encore sur TikTok, je suis encore sur Instagram avec eux. Tu sais, ça, pour moi, c'était pas relié directement au livre. C'était comme, OK, gang, on est là, on va rester ensemble. Ouais, on va jaser. Si je peux mettre du positif dans les réseaux sociaux, je me dis, ça sera cette petite affaire-là, let's go. Ouais, puis on en a besoin maintenant. Oui, oui. Donc, vous avez mentionné Fab, La Recrue, qui a été publié en avril 2021, donc il y a quelques mois. C'est tout récent. Tout récent. Oui. Donc, l'héroïne du livre, Fabiola, a 2 mamans qui forment un couple et son père biologique est noir. Oui. Est-ce que c'était un choix conscient que d'écrire un roman où la diversité est mise de l'avant? Complètement, oui, c'était un choix très conscient. Moi, mon amoureux est noir, mes enfants sont métissés. C'était totalement conscient parce que mes enfants, c'est quelque chose qui dit souvent, ils se voient pas nulle part, ils se voient pas à la télé, ils se voient pas dans les livres, ils se voient pas dans les histoires, les magazines, les jouets, ça a toujours été quelque chose, ils ne se voient pas, puis la représentation, elle est importante. Fait qu'encore une fois, pour moi, c'est sûr que c'était important de dire, non, faut amener la diversité. C'est une grande réflexion, c'est une réflexion importante parce que puis j'ai eu beaucoup de conversations à ce sujet-là avec plein de gens issus de la diversité, non issus de la diversité, dans le milieu de l'édition, pas dans le milieu de l'édition, tout ça, à propos de l'appropriation culturelle. Est-ce que c'est ma place à moi d'écrire l'histoire d'une jeune fille qui est métissée alors que moi je suis blanche? Des magnifiques réflexions, pour vrai, des bonnes discussions, des réflexions. Puis j'en suis venue à la... Avec qui vous avez discuté de ces choses-là? Écoute, d'abord avec mon mari, ça c'est sûr, avec des amis. Je suis allée chercher, en fait, Dimani, qui est l'artiste qui fait l'illustration voyons, j'allais dire Fab, mais c'est pas Fab, c'est Sky, de l'après. Est noir et j'ai eu la chance de parler avec Dimani, j'ai eu la chance, donc j'ai fait un appel à tous aussi sur mon Facebook en disant s'il y en a qui sont intéressés, parce que tu sais je suis très consciente que je veux pas mettre, c'est pas un fardeau que je veux mettre sur les personnes qui sont, tu sais je considère que c'est pas leur responsabilité, eux-mêmes nous disent c'est pas notre responsabilité d'éduquer tout le monde ou de sensibiliser tout le monde, fait que je me dis je vais faire un appel à tous puis c'est sûr que ça va leur tenter. Je vais être super reconnaissante. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait qu'il y a 2-3 personnes de mon Facebook qui m'ont écrit, avec qui j'ai pu parler. J'ai aussi parlé avec la fondatrice d'une maison d'édition. Puis là, le nom m'échappe en ce moment, puis je trouve ça plate, mais c'est une maison d'édition justement pour la diversité.
Donc, elle s'appelle Madioula et j'ai eu la chance de parler avec elle. Tu sais, vraiment des discussions riches avec plein de points de vue différents. Puis je pense que ma réponse, c'est, dans un monde idéal, ce serait une personne noire ou métissée ou issue de la diversité qui écrirait cette histoire-là. Il y aurait plus de place, tu sais, pour les personnes, parce qu'on veut entendre leur voix puis entendre leur histoire. Après ça, dans la réalité concrète où j'étais, je me suis posé la question, je me suis dit, si je me retire de ce projet-là, si je le fais pas, si j'écris pas cette histoire-là, est-ce que je suis convaincue que ma maison d'édition va me remplacer par quelqu'un qui est issu de la diversité? La réponse était non, je suis pas convaincue de ça. Puis pas parce qu'il en emploie pas, c'est juste parce que c'est pas un jeu de... Tu sais, quand on fait des contrats d'édition, de ce que je vois, ils sont intéressés par une histoire, par ci, par ça. C'est pas un jeu de, bon, ben toi, tu t'enlèves, je vais aller chercher telle autre personne. Ça aurait pas été nécessairement ça. Là, je me disais, si c'est pas moi qui l'écris, puis que je suis pas certaine que quelqu'un issu de la diversité vient l'écrire, ben j'aime mieux rester puis l'écrire, puis m'assurer qu'il va y avoir une héroïne qui va être métissée puis qui va être là, puis que d'autres enfants vont pouvoir vivre. Hey, je me vois, c'est moi, tu sais, tout en m'assurant de continuer mon travail d'éducation, de sensibilisation, de faire des ponts pour dire, hey, tu sais, comment on peut créer pour que si je peux ouvrir une porte, je veux l'ouvrir, puis pour permettre à d'autres personnes de venir le faire. Fait que c'est un peu ça ma position, tu sais, c'est pas figé, mais je suis contente de l'avoir écrit, puis je suis contente parce que il y en a des personnes qui m'ont écrit métissées, puis qui ont dit, hey, c'est la première fois que je lisais, puis de me rendre compte à quel point c'était important pour ces personnes-là qui devenaient vraiment émues puis touchées de dire, je lisais puis je me reconnaissais dans l'histoire. Puis pas juste je me reconnaissais parce que je vis peut-être ça comme émotion. Je me reconnaissais parce que je me reconnaissais dans ses cheveux, son physique, ses habitudes, la culture, mettons, avec sa maman qui est haïtienne, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est ça qui est. Et aussi, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont dit, moi, j'avais aucune idée, tu sais, mettons, les personnes blanches, enfin, j'avais aucune idée, puis j'ai appris des choses, tu sais, dedans. C'est pas ça le but. Tu sais, mon but, c'est pas un documentaire, là, c'est une histoire. Mais si ça favorise ça, hey, vraiment, je suis très, très, très contente. Ouais. Comment est-ce que vous avez développé le personnage de Fabiola? Ben, ça c'est bizarre, ça je vais avoir l'air un peu weird, mais mes personnages ils vivent vraiment dans ma tête, ils existent, tu sais, fait que je suis pas, pour moi c'est pas un exercice intellectuel, tu sais, c'est pas genre je m'assois puis genre je vais créer Fabiola, elle va avoir tel âge, elle va ressembler à ça, tu sais, d'abord l'idée, tu sais, fait que cette idée là d'histoire jeunesse. Je l'ai pensé avant la pandémie. Fabiola, c'est avant la pandémie. Puis, je me suis beaucoup inspirée de ce que moi, j'avais vécu à cet âge-là. Je savais que je voulais que ça soit dans le monde de l'improvisation. Fait que, tu sais, c'est comme ça. J'ai ça dans ma tête. Là, je me dis, qui la vit, cette histoire? Puis là, pendant des jours et des jours, à tous les jours, c'est comme dans le derrière de ma tête. Ça mijote. Ouais, ça mijote. Puis là, il y a un personnage qui apparaît. Ah, puis là, des fois, puis là, je fais, comment s'appelle ce personnage-là? Puis là, je fais, c'est Fab. OK, tu sais, Fab, c'est Fabiola. OK, c'est Fab. Puis là, il est là. Le Fab est là. Puis là, je m'imagine des situations, des fois, une engueulade avec sa mère, tu sais. Puis là, Fab se définit à travers l'engueulade que j'imagine. Puis je fais, oui, OK, comme ça. Ça, c'est son tempérament, tu sais. Mais après ça, je vais imaginer d'autres situations. Puis oui, puis ça se complète comme ça, tu sais. Ce qui fait que je la connais beaucoup plus à la fin du livre qu'au début. Tu sais, des fois, elle me surprend. Puis là, ça, c'est l'autre affaire. Moi, des fois, j'ai un plan, une structure, puis je fais, OK, mon histoire s'en va là. Puis là, des fois, j'écris, puis là, je fais, ouais, ça va pas là où je veux qu'elle aille, tu sais, parce que Fab a sa personnalité, puis elle dirait jamais ça, tu sais. Fait que si elle dit pas ça, elle peut pas aller là où je veux. Fait que là, des fois, ça me casse la tête. Là, des fois, je suis fâchée contre mes personnages. C'est drôle que vous dites ça parce que, peut-être qu'à moins qu'on soit écrivain nous-mêmes, on penserait pas que le personnage a une autorité sur l'auteur. Pour moi, en tout cas, complètement. Peut-être que d'autres, non. Mais des fois, l'histoire a une autorité, puis que des fois, t'écris, puis quand t'écris, c'est ça t'amène ailleurs. Mais moi, il faut quand même que j'aie un plan, parce que si j'ai pas de plan, je vais m'en aller dans plein de directions. Puis ça, je vais m'en aller vraiment dans plein de directions. Tu vois, j'ai essayé avec l'après-2. L'après-2, j'ai commencé à l'écrire. J'avais déjà un peu où je m'en allais. Mon premier chapitre s'écrit, ça va. Puis là, mon chapitre 2, puis là, j'avais pas encore trouvé ma structure de l'histoire. Puis là, je me disais, c'est pas grave, je me disais, écris. Fais juste écrire. Je pense que j'ai dû l'écrire 20 fois, le chapitre 2. Puis là, maintenant, je dis là, tu vas t'asseoir, puis tu vas te faire une structure, parce que sinon, je m'en allais dans des directions, ça avait pas de sens. Fait que, tu sais, c'est important une structure, mais il faut qu'elle soit flexible quand même, parce que justement, ton personnage peut te surprendre. Puis des fois, tu le vois pas venir, puis tu fais, je pensais pas que... ben pour moi, en tout cas, quand j'écris,
sais, des fois, je vais penser à une situation, mais des fois, cette situation-là, elle atteint ton personnage. Fait que, il peut pas se relever tout de suite comme ça parce que tu viens de le briser, tu sais. Fait que, faut que tu tiennes compte qu'il est brisé, tu sais. Hey, là, j'ai l'air, mon Dieu, je m'écoute. Colin, hein, j'ai l'air masochiste. Non, je l'ai brisé. Non, mais il faut que tu lui laisses le temps de se réparer. Il faut que tu lui donnes des moyens pour se rendre jusque-là. Des fois, ça peut pas se faire en claquement de doigts. Puis ça, c'était pas prévu. Fait que là, des fois, tu fais, ah ouais, c'était pas prévu. Ça, comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Puis là, c'est vrai que ça doit être insupportable de vivre avec nous parce que, tu sais, moi, je vais parler de ça à mon chum. Je vais faire comme, hey, là, tu sais, Fab a vu ça. Qu'est-ce que je fais? Puis là, lui, il fait, c'est un personnage. Tu sais, il dit, tu fais, tu sais, puis là, on se pogne souvent là-dessus parce qu'il fait comme, fais-y faire ce que tu veux. J'étais là, non, tu comprends pas. Ça marche pas. Fait que ça doit être insupportable pour les gens qui vivent avec nous parce que des fois, je vais même voir mes enfants, là, je vais faire comme, toi, tu ferais quoi? Tu sais, ma fille, elle a 13 ans, tu sais, pas loin de ce que tu ferais quoi? Mettons, puis là, maman, je sais pas. OK. Mais maintenant, j'ai appris à plus aller, tu sais, je vais plus les achaler eux autres, là. J'essaie de le réfléchir. Des fois, il faut juste faire autre chose, tu sais, il faut juste se lever, prendre une marche. Puis des fois, c'est là que ça vient. Puis là, maintenant, je le sais avec expérience que avant, je paniquais, puis je me disais, mon Dieu, je suis bloquée. Maintenant, je sais que je travaille quand même. C'est pas parce que je suis pas assise devant mon ordinateur que je suis pas en train de travailler. C'est un bon point, ça. Ouais. Puis ça, c'est beaucoup plus relaxant. Faire comme, non, je suis en train de travailler. Puis maintenant, je souris, tu vois, Fab, j'en ai écrit Fab 2. Puis j'avais un bon blocage, je sais pas, il y a 2-3 semaines. Je savais pas comment dénouer quelque chose. Puis là, j'ai arrêté de me dire, je dis, non, t'es pas bloqué. Je dis, arrête de paniquer. Tu cherches, tu sais. Puis c'est ça que tu fais. Puis tu cherches juste en faisant la vaisselle ou tu cherches en faisant autre chose, tu sais. Puis, paf, un moment donné, je pense que j'étais, ça devait être dans la douche. Je dénoue souvent des affaires dans la douche. Je pense que j'aurais me laver les cheveux. Puis là, paf, ça m'arrive. Puis là, j'ai souri. Puis tu sais, j'ai vraiment souri. Puis j'ai fait, ah ouais, voilà. Tu sais, c'est tout ça. C'est les 3 derniers jours que j'étais toujours avec ça. Puis là, ça vient de se dénouer. Puis je suis juste contente. Je suis sortie de la douche, je l'ai noté. Puis je savais que le lendemain, j'allais repartir là. Puis après ça part. Tu sais, fait que, ouais, ça fait partie du processus. Puis est-ce que vous avez écrit l'après et Fab avec l'idée de publier une suite? Ben l'après 1, j'avais pas nécessairement d'idée en fait, comme je t'ai dit tantôt, je savais même pas qu'il allait exister ce livre-là. Ouais. Fait que quand ma maison d'édition l'a publié, c'est une histoire qui se finit quand même, elle pourrait se finir là. Cette histoire-là pourrait vraiment se finir là, puis on fait comme c'est correct, ça finit là. Mais c'est sûr que moi j'avais une suite dans ma tête, mais je me disais si c'est pas ça, c'est pas grave. Puis ma maison d'édition elle a fait écoute, si t'as une suite, on va y aller. Puis là j'ai dit go. Je dis moi je la vois comme une trilogie. Je dis vraiment c'est une trilogie. Ah, donc un après 3 aussi? Ouais, il va y avoir un après 3. Fait que là, en le proposant comme ça, c'est sûr que les contrats, c'est quand même un livre à la fois, mais j'ai quand même écrit le 2 en sachant que c'est quoi que je voulais qu'il se passe dans le 3. Fait que tu sais, j'installe des choses, il y a des choses qui se passent. Fait que là, ça, je le savais. Pour Fab, je le savais déjà d'avance qu'il allait avoir une suite. Je le savais aussi, puis je l'avais proposé, puis c'est comme ça que je l'avais lancé. Encore une fois, tout dépend, tu sais, si le livre fonctionne, si les gens aiment ça ou pas. Mais ça fonctionne bien. Fab, je suis surprise aussi, en fait. Ben oui, elle est sur la liste préliminaire 2022 jeunesse du prix des librairies. C'est fou, hein? Je capote bien raide. En fait, elle est finaliste maintenant. Elle est pas juste sur la liste préliminaire. Oui, parce qu'on a reçu ça, je sais pas quand, mais donc, elle est dans les 3 finalistes. C'est vraiment fou. Ça, encore une fois, moi, je suis bébé, là, dans le monde de la littérature, tu sais. Beaucoup plus du monde de la télé, fait que, moi, là, quand je suis sur la liste préliminaire, ça veut dire quoi? C'est quoi cette affaire? Là, j'ai aucune idée, tu sais. Puis là, ma maison d'édition fait que non, ça, c'est prestigieux, c'est les libraires qui ont choisi. Tu sais, les gens, moi, je pensais que les gens soumettent, tu sais, les candidatures. On soumet pas de candidature, c'est vraiment les libraires qui font, voici notre top. Je fais, voyons donc. Déjà, moi, la liste préliminaire, j'étais comme, c'est malade. Là, quand j'ai su qu'elle faisait partie des 3 finalistes, j'ai fait, voyons donc. Tu sais, comme je suis contente. Je suis contente parce que j'avais envie d'écrire cette histoire-là, tu sais. Tantôt, t'en as parlé, t'as dit, c'est une famille homoparentale, elle est métissée, mais c'est pas à propos de ça, tu sais. Puis pour moi, ça, c'était vraiment important. C'est pas à propos de l'homoparentalité, puis c'est pas à propos du fait qu'elle soit métissée, c'est vraiment à propos de ce qu'elle vit. Mais c'est sûr que ça a un impact, tu sais, autour d'elle, mais c'est pas à propos de ça. Puis on est vraiment dans le monde de l'improvisation, fait que tu sais que ça l'ait touché, que ça l'ait rejoint à ce point-là. Là, je sais pas, tu sais, ça va être en février, je pense qu'on va savoir. Mais tu sais, peu importe pour moi, tu sais, honnêtement, je sais qu'on dit souvent ça, là. Tu sais, là, c'est pas comme les Gémeaux tantôt. Tantôt, les Gémeaux, j'étais comme, hey, je sais pas. Là, c'est sûr que j'aimerais ça gagner. Oui. C'est sûr, tu sais. Mais en même temps, de faire ce top 3-là, tu sais, alors que je viens de commencer à écrire, que c'est cette année que, tu sais, moi, je suis juste, pour vrai, c'est fou. Puis, honnêtement, ce qu'on veut, c'est que les gens les lisent. Tu sais, moi, quand les gens, tu sais, là, c'était le Salon du livre à Montréal, il y a pas longtemps.
c'est hot là, que les jeunes viennent nous voir, puis qu'ils ont leur livre, puis ils l'ont lu, puis ils veulent le faire signer, puis ils en achètent, ils en ont entendu parler. Ça, là, tu sais, c'est pour ça. Là, c'est pour toi que je l'écris. Ouais. C'est hot que ça fonctionne puis que ça rejoigne, là, d'abord et avant tout. Là. Et quand est-ce que Fab 2 va être publié? Fab 2 va être sorti, pas sortir, je sais pas comment dire, au mois de mai, en 2022. OK. Fait que, c'est pas si loin. Non, c'est pas si non. Il faut que je finisse ça. Hein? Faut que je l'écrive vite. Ouais, ça va sortir en mai 2022. Donc, avril, c'était l'année passée. Fait que je pense, puis probablement qu'après, je vais me mettre vraiment sur l'après, justement. Puis là, qui va sortir en octobre. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans ces deux univers-là. Faut que je me laisse quand même. Mon cerveau a besoin de s'ajuster entre les deux parce que c'est pas le même univers quand même. C'est pas le même ton, c'est pas le même style, tu sais. Quand j'écris l'après, il faut vraiment que je me plonge dans des... Tu sais, j'ai une liste de musique. Je me mets vraiment dans un mode qui est un peu plus brut, que j'appelle, tu sais. Alors qu'avec Fab, il faut que je me ramène un peu dans l'improvisation, dans le milieu scolaire du secondaire, de tout ça. Mais une fois que là, ça se fait, là, je suis en plein dedans, je suis en train d'écrire, j'écris à tous les jours, ça va bien. Fab vit en moi, là, elle est là. Fait que je suis contente. Puis j'ai hâte de voir, tu sais, en mai, comment ça va être reçu. Mais honnêtement, je pense bien que les gens l'attendent. Tu sais, quand ils m'écrivent, puis ils font comme, va-tu avoir une suite? Je fais, oui, il va en avoir une. Fait que je suis bien contente. On te souhaite bonne chance, Émilie, vraiment. Puis on te souhaite aussi de gagner le prix en 2022. On se croise les doigts, puis on va suivre ça de près. Parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous à vous. et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.